Bon, bonjour à tout le monde encore une fois. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui à notre webinaire qui parlera sur comment exporter et s'installer au Panama. Donc, je me présente très rapidement. Je suis Denise Youngblood. Je suis la directrice exécutive de la Chambre de commerce franco-panaméenne. Je tiens à remercier Romain Dromard, CEO de la société KB Family Office, un de nos membres, qui sera notre principal intervenant aujourd'hui sur les sujets s'installer ou investir au Panama. Merci Romain d'être là. Merci pour présenter aujourd'hui ces webinaires. Avant de commencer avec notre webinaire, je voudrais vous parler très rapidement de la Chambre de commerce franco-panaméenne. Donc, c'est une chambre qui compte au niveau local avec plus de 60 membres et qui appartient en même temps à la fois au réseau de CCI France Internationale. Les gens qui connaissent la CCI peuvent voir que nous faisons partie du logo. Donc, ça veut dire qu'on appartient à un réseau de plus de 125 chambres de commerce dans le monde entier. C'est une exposition, une vitrine au niveau international pour nous. Nous sommes très heureux d'être la référence pour des Français et nombreux Français qui veulent venir au Panama, mais au contraire aussi des nombreux Panaméens qui veulent aller en France pour des affaires. Nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir nos nouveautés et aussi à nous suivre dans nos réseaux sociaux CC France Panama sur Instagram, sur LinkedIn et sur notre site web. Vous trouverez toute l'information qu'il faut. ccfrancepanama.com. Alors, nous restons à votre disposition, je reste à votre disposition et nous espérons vraiment que cette webinaire soit utile au niveau information, connaissance et bien sûr que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Romain, je te passe la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denise. Et merci beaucoup à la Chambre de commerce franco-panaméenne pour l'invitation. On est très content de faire partie de cet événement. Alors, dans les prochaines 40 minutes, mon nom, je m'appelle Romain Dromard, je suis effectivement, comme l'a mentionné Denise, je suis président, directeur général et actionnaire du groupe KB Family Office, dont je vais en parler un petit peu dans quelques minutes. Mais globalement, dans les prochaines 40 minutes, 35 minutes, on va animer un webinaire qui s'appelle « S'installer ou investir au Panama, au régional des Amériques », en coopération avec la CCI de France-Panama et de KB Family Office. Et l'objectif est vraiment, en quelques mots, de promouvoir Panama et de vous donner les informations qui sont utiles et nécessaires à n'importe quel entrepreneur, famille ou individuel qui souhaiterait venir s'implémenter au Panama pour que ce soit un besoin au niveau d'une entreprise, d'un individuel ou de sa famille. Alors, quelques mots pour vous donner un petit peu de contexte sur moi, mon équipe et KB Family Office. Romain, moi je suis français, d'origine française. Je suis à Panama depuis maintenant un petit peu plus de 12 ans. Et je suis donc le directeur et l'actionnaire principal du groupe KB Family Office, qui est en fait un groupe, un conglomérat d'entreprises sur plusieurs secteurs d'activité, dont l'une d'elles est un cabinet d'avocats qui s'appelle KIB Legal Services, que vous pouvez voir ici au-dessus, et qui se dédie à fournir plusieurs services légaux divers et variés. Et notamment, on aide tous les ans plusieurs familles et entrepreneurs français à venir s'installer à Panama, à venir investir au Panama ou à venir implémenter une société opérante au Panama. Alors, toute l'information qui va être présentée aujourd'hui a été diagnostiquée et élaborée par l'équipe de KB Légal qui est dirigée par mon associé Karine Moira, que vous pouvez voir ici. Elle n'a malheureusement pas pu être présente avec nous aujourd'hui, mais nous avons la présence de sa collègue Astrid Union qui, à elles deux, font partie de l'équipe qui aiguille, appuie et aide les différents Français à venir s'installer à Panama dans différentes solutions. Dans les prochaines 30 minutes, on va essayer de toucher un petit peu à tous les sujets intéressants sur le Panama. On va parler bien sûr des relations économiques entre le Panama et la France, avec le bon comme le moins bon.
on va parler du Panama comme pays de destination pour les investissements. On va parler du processus pratique et réel de la création d'une entreprise au Panama. Et puis ensuite, on terminera avec les aspects généraux sur la migration, qui vont permettre d'obtenir des résidences permanentes au Panama, et sur les régimes économiques spéciaux qui sont largement utilisés au Panama et une grosse catalyste pour les entrepreneurs locaux. Alors, je crois qu'on a une petite enquête à mener, Denise, si je ne me trompe pas. Exactement, oui. On voudrait faire vraiment cette webinaire dynamique et vous connaître aussi vos intérêts un petit peu mieux. Donc, on va lancer une question très rapidement, vraiment pour connaître sur quelles ces options envisagez-vous le Panama comme destination d'investissement. C'est plutôt vos activités opérationnelles, vous envisagez de vous implanter votre société au niveau opératif ou faire une expansion, ou plutôt c'est la gestion de patrimoine qui vous intéresse ou contemplez mieux. Donc, je laisse vous répondre à cette question dans une minute. Bien sûr, c'est optionnel, c'est pas… OK. On a déjà 4 réponses. Oui. Voilà. Et cette question, je répète, sur lesquelles des options envisagez-vous le Panama comme une destination d'investissement? C'est plutôt opératif ou c'est plutôt patrimoine personnel ou des raisons personnelles ou autres aussi? Okay. Merci beaucoup. Donc, je vais finir le poll et je vais pour tout le monde montrer les résultats très rapidement pour qu'on connaisse notre public. Et c'est vraiment la majorité, c'est pour le côté opérationnel. Parfait. Donc, on a un public d'entrepreneurs, ça va être parfait. Merci, Romain. Merci, Denise. Je peux fermer ça? OK. Alors, commençons avec les relations économiques entre le Panama et la France. Le Panama et la France ont une histoire qui est à la fois ancienne, intéressante, compliquée et longue. Tout commence avec, bien sûr, le monsieur Ferdinand de Lesseps qui, en 1881, est venu essayer de construire le canal du Panama et essayer de rejoindre la mer des Caraïbes avec l'océan Pacifique. Alors, c'est bien sûr une entreprise qui va échouer. La concession sera reprise par les Américains plusieurs dizaines d'années plus tard. Ils vont la terminer, l'exploiter et puis ensuite la rendre à l'État panaméen à la fin de l'année 1999. Depuis cette date, la croissance économique au Panama a été florissante. Pourquoi? Parce que le canal du Panama était une source de revenus et d'activités extraordinaire. Ça l'est toujours aujourd'hui en 2022 et le volume de marchandises qui passe par le canal du Panama ne cesse de croître année après année. Depuis les années 2000, on va noter une toute particulière hausse de la coopération franco-panaméenne. En 2008, le groupe Suez est venu s'implanter à travers l'implémentation de la première usine de traitement des eaux usagées. En 2014, on a eu le consortium composé de Alstom, Thales, SIM, TSO, Sofratesa et Sistra qui sont venus construire et implémenter la première ligne de métro au Panama. Donc, consortium quasi totalement français. Et puis, plus récemment, en 2022, le groupe Veolia a été en charge de construire et d'implémenter la première décharge spécialisée dans les déchets dangereux. Et depuis cette époque, la coopération franco-panaméenne ne cesse de croître année après année. Alors, je voulais vous donner un petit peu quelques exemples du panorama de la collaboration et des entreprises françaises au Panama. J'en ai sélectionné quelques-unes, il y en a effectivement beaucoup d'autres, mais dans les grandes multinationales qui profitent d'un régime spécial, et on va en parler un petit peu dans les prochaines minutes, on peut mentionner Total, Sanofi Aventis, L'Oréal, Ingenico,
de Vanley, qui est en fait le groupe Lacoste, le Michelin et les laboratoires Servier. Il y en a beaucoup d'autres. On peut mentionner également Air France, Alcatel-Lucent, Alstom, Areva, AXA, Louis Vuitton, Bouygues, GDF, Ipsos, Peugeot et Schneider Electric. Et vous pouvez voir que ce n'est pas seulement sur un secteur d'activité particulier. Les entreprises de capital françaises implémentées au Panama couvrent vraiment quasiment tous les secteurs de l'économie mondiale et panaméenne. Panama et ses listes. Alors, comment parler du Panama et ne pas parler du Panama comme paradis fiscal et sa relation avec l'OCDE et particulièrement la France? Alors, oui, effectivement, le Panama souffre d'une réputation un petit peu difficile de par son passé. Il est vrai que dans les années, jusqu'aux années 2000, le Panama était une destination d'évasion fiscale pour certaines grandes fortunes à niveau mondial, chose qui a été révélée en 2016 largement par les Panama Papers et qui nous a placés à la première page de beaucoup de journaux d'une manière dont on aurait préféré, dont on se serait passé, bien sûr. Et de là, a commencé énormément d'initiatives du Panama pour améliorer sa réputation, améliorer son image et pouvoir sortir de la liste dans laquelle elle a été placée, qui est la liste des pays non coopératifs en matière fiscale depuis 2016. C'est une liste qui effectivement a un impact réputationnel, mais aussi qui complique certaines choses au niveau financier. Alors, il faut savoir que depuis maintenant plusieurs années, depuis je crois quasiment les Panama Papers en 2016, le Panama a entrepris de nombreuses démarches pour sortir de cette liste et on peut mentionner plusieurs initiatives en particulier. D'une part, l'évasion fiscale est maintenant un délit pénal au Panama. Secondement, chaque actionnaire de société ou de fondation d'intérêt privé est aujourd'hui en complète transparence, c'est-à-dire que le bénéficiaire principal de société ou fondation est maintenant obligé de se déclarer à la fois au régulateur comme au gouvernement panaméen. Chaque société ou entité légale est obligée de maintenir des registres comptables clairs sur 5 ans qui va pouvoir donner au régulateur et au gouvernement une visibilité sur tous les actifs détenus par les sociétés panaméennes, sociétés écrans ou sociétés offshore, selon comment vous les appelez, de manière à donner une transparence totale sur qui détient quoi. Il y a également des sanctions qui sont relativement rédhibitoires en cas de manquement à ces obligations. Et finalement, le Panama, le système bancaire panaméen, est maintenant membre du système d'échange d'informations électroniques, ce qui veut dire que l'évasion fiscale n'est plus du tout possible à Panama depuis de nombreuses années. Alors, tout ça est un processus qui prend plusieurs années. Ça passe à travers des projets de loi et des projets d'implémentation qui sont relativement longues. Mais je peux annoncer avec relative confiance que dans les prochaines années, le Panama devrait sortir de cette liste des pays non coopératifs, ce qui devrait redorer la réputation de Panama et favoriser tout ce qui est système financier pour les Panaméens et les expatriés au Panama. Alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu du passé, je vais essayer de vous donner un petit aperçu sur le présent et pourquoi le Panama est souvent vu comme une destination privilégiée pour les investissements. J'ai sélectionné 7 critères particuliers, il y en a un petit peu plus, mais je vais me contenter des principaux. Premièrement, le Panama a une économie qui est dollarisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Le dollar, bien que la monnaie officielle du Panama soit le balboa est équivalent à $1 et d'ailleurs les billets qu'on utilise au Panama sont les billets de dollars des États-Unis. Le fait que l'économie soit dollarisée nous donne au Panama une situation de valeur refuge et de force vis-à-vis de nos voisins d'Amérique latine. Quand dans différents pays d'Amérique latine, le Mexico ou le Pérou, les monnaies locales peuvent varier de 30 à 40% par an, le Panama profite d'une monnaie forte qui est le dollar et qui permet aux investisseurs étrangers de venir investir au Panama
sans avoir peur que leurs investissements perdent 30 ou 40% par an liés à la dévaluation de la monnaie. C'est la première caractéristique. Le deuxième, c'est sa fiscalité territoriale. Alors, beaucoup de monde ne le comprennent pas bien. Je vais essayer de le définir de manière simple, mais la fiscalité territoriale correspond au fait que pour un résident panaméen ou une société panaméenne, toute activité et opération menée en dehors des frontières du Panama n'est pas imposée par le Panama. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas imposée dans le pays où l'opération est menée. Mais ça permet à de nombreuses multinationales, entreprises et petites sociétés de profiter d'une exemption d'impôt pour tout ce qui est prestations données à l'étranger. Troisième avantage compétitif, la connectivité. Le Panama, par sa situation géographique, fait le lien entre l'Amérique centrale au nord et l'Amérique latine au sud. Et donc, c'est une position stratégique pour beaucoup d'entreprises et beaucoup d'entrepreneurs pour couvrir ces deux territoires simultanément. J'ajouterai également que depuis maintenant quelques années, l'aéroport de Panama s'est transformé, s'est agrandi de manière très substantielle et est devenu un hub logistique pour l'importation et la réexportation de marchandises et de services par le Panama. Quatrième avantage compétitif, le centre bancaire international. Alors, la banque a toujours été un secteur d'activité important au Panama depuis plus de 100 ans. Et effectivement, on retrouve un service et une qualité de service et une offre de services bancaires et financiers au Panama qu'on pourrait comparer avec les grands centres bancaires mondiaux comme la Suisse ou les États-Unis. Et donc, bien sûr, tout ce service et cette offre bancaire permet aux entreprises de profiter d'une large compétitivité au niveau banque et finances, à savoir qu'au Panama, on peut compter plus de, je crois, 80 ou 90 licences bancaires. Cinquième avantage compétitif, la croissance économique. Le Panama est, sur les 30 dernières années, le pays en Amérique latine qui jouit de la plus forte hausse de croissance de l'Amérique latine et centrale. Et encore une fois, on l'a vu à travers la pandémie du Covid-19, le Panama était un des premiers pays à se relever de la pandémie, un des premiers pays à sortir de la récession. Et ça va être effectivement le pays avec la plus forte croissance projetée encore cette année, en 2022. Avant-dernièrement, la création de zones économiques spéciales. Alors, c'est quelque chose qu'on va traiter à la fin de ce webinaire, mais le Panama, dans l'objectif de dynamiser son activité économique et de favoriser l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, a créé ce qu'on appelle les zones économiques spéciales ou les régimes spéciaux. Comme son nom l'indique, ce sont des régimes dont peuvent profiter certaines entreprises et qui va leur octroyer des bénéfices fiscaux, des bénéfices migratoires, des bénéfices légaux. Tout est fait pour favoriser l'entrepreneuriat dans ces zones précises, régulées, mais avec énormément d'avantages compétitifs qui va leur permettre de non seulement créer, décoller, mais aussi de croître en partenariat avec le Panama. Et puis dernièrement, on précisera que le Panama est le pays d'Amérique latine qui a le plus grand nombre d'accords de libre-échange de la région, de par son histoire, de par sa zone économique de colonne, de par son aéroport. Le Panama a toujours été un continent et un pays qui fait énormément d'importations et d'exportations et qui est vraiment axé sur le commerce et les échanges extérieurs. Je crois qu'il est temps pour un deuxième petit sondage. Exactement, merci Romain. Bon, même nous, on a déjà une bonne participation. Merci aussi pour votre attention. Vous avez aussi l'espace de questions et réponses, bientôt qu'on va démarrer avec l'information plus technique. Pour nous, c'est important de savoir, est-ce que vous envisagez de venir au Panama au cours de 12 prochains mois? Oui, non, ou peut-être. C'est aussi possible. Donc, je vous laisse répondre à cette question et bien sûr, si vous voulez.
Peut-être que nous avons aussi des gens qui habitent déjà au Panama. Ce serait Je pense plutôt... aussi. Oui. OK. Les autres, bien sûr. On n'a que des gens qui sont là, qui viendront doucement ici. Bienvenue. Ok, bon, 3 oui, et je pense que plusieurs sont déjà venus. Exactement. Merci. Ok, on continue. Alors, ensuite, je voulais vraiment créer quelque chose de pratique et de simple pour démontrer quel était le processus de création d'une société au Panama. C'est en général la première étape pour n'importe quel entrepreneur qui va venir s'implanter au Panama. Et je voulais essayer de donner les informations les plus pratiques et utiles possibles. Alors, c'est quelque chose qui est faisable avec un bon avocat, comme KB Légal, bien sûr, ou n'importe quel cabinet d'avocat qui peut vous aider dans ce genre de démarche. Mais le processus est relativement simple, peu onéreux et rapide à faire au Panama. Les différentes étapes sont les suivantes. Bien sûr, ça passe par la constitution d'une société anonyme ou d'autres types au Panama, et ça peut être fait par n'importe quel avocat. C'est un coût relativement réduit, aux alentours de 900 à 1000 $. L'obtention du numéro RUC, qui est le numéro, l'identificateur unique de chaque société dans le système panaméen. Ça va vous permettre d'identifier ça avec les différents acteurs publics et privés. L'avis d'opération, la troisième étape, ça va être la déclaration auprès du gouvernement panaméen qui va dire cette société va avoir tel type d'activité. On va ensuite enregistrer la société auprès de la municipalité pour tout ce qui est impôts et autres statuts fiscaux. On aura besoin d'un service comptable, alors que ce soit interne ou en prestation de services externe. Chaque société a l'obligation d'avoir des registres comptables de manière à être transparente au niveau fiscal et opérationnel. Ensuite viendra l'inscription à la CSS, qui est la Caisse de sécurité sociale, qui est l'équivalent de la sécurité sociale française, qui va nous permettre d'avoir droit aux prestations, au permis de travail et tout ce qui est prestations salariales pour les employés. Et puis, bien sûr, suivant l'activité précise de chaque société, un business peut avoir besoin de licences et de permis spécifiques suivant l'activité qu'il va mener. Mais globalement, tout ce processus est quelque chose qui peut être fait avec un avocat qui va coûter entre 1000 et 2500 $ pour la création complète avec toutes ces étapes et de pouvoir opérer après, en général, je vais dire 2 à 3 semaines pour compléter ce processus. Tout ça pour vous montrer que le processus de création d'entreprise est simple, peu onéreux et rapide au Panama. Alors, suivons ensuite sur les aspects migratoires. Venir s'installer au Panama, que ce soit pour implémenter son entreprise, pour venir se domicilier en tant qu'individuel, requiert bien sûr un processus migratoire. Le Panama a plusieurs solutions. C'est un des pays qui offre les solutions migratoires les plus simples et les peu onéreuses au niveau mondial. Et j'ai décidé de vous présenter les 4 principaux programmes d'obtention de résidence permanente disponibles au Panama, qui sont celles qui représentent, je vais dire, 80% des processus en cours. Les 4 sont les pays amis, les visas retraités, les visas pour investisseurs macro-entreprises et les visas pour investisseurs qualifiés. Et on va regarder chacun de ces types de visas brièvement pour vous donner un petit peu l'aperçu pratique de quel est le temps et les ressources nécessaires à l'obtention d'une résidence permanente à Panama. Petite parenthèse que je ferai avant de commencer, à toujours différencier la résidence migratoire et donc le droit de pouvoir rester sur le territoire panaméen et la résidence fiscale. Ce sont 2 choses toujours différentes et on peut être résident migratoire panaméen sans être résident fiscal panaméen et vice-versa.
Alors, poursuivons avec le premier programme de migration qui s'appelle les pays amis. Les pays amis sont en fait une liste de pays, je crois qu'il y en a 35 ou 40, des pays qui sont considérés comme amis par le Panama. Et les ressortissants de ces pays ont le droit à un processus qui est relativement facile pour demander une résidence permanente au Panama. La France et quasiment tous les pays de l'Union européenne en font d'ailleurs partie. Et c'est le programme qui est très largement utilisé par tous nos clients français et expatriés français qui viennent s'installer au Panama. Alors, c'est un programme qui se passe en 2 étapes. Il donne droit à une résidence temporaire d'abord pour 2 ans, puis une résidence permanente au bout de la 3e année. Les possibilités d'obtention sont doubles. Soit la personne profite d'un statut d'employé par une entreprise panaméenne, soit l'individu fait un investissement dans le marché immobilier panaméen à hauteur de 200 000 $, qui peut être également financé à travers une hypothèque bancaire. Ensuite, parlons un petit peu du visa de retraité. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé également. Le Panama, si vous tapez Panama retraite dans Google, vous verrez que le Panama sort toujours dans le top 3, top 5 des destinations, des meilleures destinations pour prendre sa retraite au niveau mondial. Pourquoi? Il y a quelques raisons simples qui l'expliquent. Le coût de la vie est relativement bas, le climat est tropical, chaud toute l'année, le système de santé est très performant et la fiscalité est douce. Tout ça fait que le Panama est choisi comme destination par beaucoup de retraités pour venir profiter de leur âge d'or au Panama sous le soleil. Alors, chaque personne peut demander un visa de retraité au Panama pour devenir résident ici. Les critères sont les suivants. Il faut recevoir une pension versée par le gouvernement ou une entité privée étrangère d'une valeur égale ou supérieure de 1 000 $ par mois. Et cette rente doit être acquise à vie. Donc, prenons l'exemple d'un retraité français, s'il reçoit une retraite ou une rente supérieure à 1 000 $ par mois, il peut solliciter ce visa, venir s'installer au Panama et devenir résident migratoire et fiscal au Panama. Et ça donne également le droit de gérer sa propre entreprise tant qu'on n'est pas employé dans une tierce structure. Je mentionnerai également que tous les retraités et surtout les gens qui passent par ce type de visa profitent également d'un grand nombre d'avantages et de réductions sur tout ce qui est services publics, services privés, Internet, téléphonie, imposition. Le Panama a vraiment mis en place ce programme de manière à attirer les gens avec un certain niveau de revenus pour venir profiter du bon vivre de Panama. Troisième visa disponible, le visa investisseur macro-entreprise. Alors celui-ci est plus destiné aux gens qui veulent venir s'implanter comme entrepreneur au Panama. Il demande un investissement minimal de 160 000 $ par demandeur. Et le demandeur doit être aussi l'actionnaire et l'administrateur ou dirigeant de la société. Elle donne droit également à une résidence pour 2 ans qui peut ensuite se convertir en une résidence permanente. Alors, les conditions sont diverses, mais il faut bien sûr matcher le montant d'investissement initial de 160. Il faut que l'entreprise opère au Panama et il faut que l'entreprise recrute un minimum de 5 collaborateurs panaméens par demandeur. Et puis le quatrième visa, ce qu'on appelle le visa d'investisseur qualifié, et celui-ci est plutôt destiné aux gens qui arrivent avec une certaine quantité d'actifs et qui veulent se domicilier à Panama et profiter de la fiscalité douce. Et ce visa va donc demander un certain investissement, que ce soit un immobilier pour une valeur de 300 000 $, qui va d'ailleurs passer à 500 000 en octobre de cette année, soit un investissement en bourse. À Panama, il y a un marché obligataire et de l'action qui est relativement petit, mais qui existe. Donc, un investissement de 500 000 $ dans ce marché panaméen permet de qualifier également pour ce programme, ou alors un dépôt à terme dans une banque panaméenne à hauteur de 750 000 $.
C'est un petit peu le dernier programme, c'est celui qui s'est peut-être le moins utilisé, mais beaucoup privilégié pour les gens qui réellement arrivent avec une certaine quantité d'actifs pour se domicilier fiscalement au Panama. Ensuite, on va parler des régimes économiques spéciaux. Alors, comme je l'ai mentionné un petit peu au début de ce webinaire, les régimes économiques spéciaux ont été créés par le gouvernement panaméen dans le but de favoriser la croissance économique et surtout de favoriser l'entrepreneuriat à toutes les échelles, que ce soit au niveau des micro, petites, moyennes ou grandes multinationales. Les régimes spéciaux au Panama, il y en a 6 notoires. La zone libre des colonnes, qui est historiquement la plus vieille et qui est côté Caraïbes du pays et qui se dédiait beaucoup à l'importation, à l'exportation de marchandises. Et on va voir rapidement un petit peu quelles sont les caractéristiques de chacune d'elles. C'est quelque chose qui est utilisé par grand nombre d'entrepreneurs au Panama. Vous allez voir que les critères sont relativement flexibles et ils donnent droit à de nombreux avantages qui sont très conséquents. Et donc, il est très dommage pour les entrepreneurs de ne pas en profiter. Alors, je vais vous décrire les caractéristiques de chacune d'elles pour vous donner une petite impression et quelques notions des bénéfices apportés et des avantages. Commençons par la zone libre des colonnes, qui est effectivement la plus vieille, située donc sur la ville de Colón, qui était historiquement une ville importante au Panama, côté Caraïbes, et qui est effectivement en fait toujours aujourd'hui un centre de distribution logistique sur la région. Qu'est-ce qui se passe à Colón? Beaucoup d'entreprises importent les marchandises et les réexportent partout sur le continent américain. Cette zone comprend plus de 3000 entreprises implantées et elle profite de plusieurs avantages. Ça inclut 0% d'impôt sur le revenu provenant d'opérations à l'étranger, donc tout ce qui est importation, 0% d'impôt sur les importations et la exportation, et des permis spéciaux pour tout ce qui est investisseurs et travailleurs. Donc, implanter sa société sur cette zone-là va vous donner des avantages fiscaux, migratoires et légaux non négligeables en comparaison à se positionner en dehors de ces régimes spéciaux. Second régime spécial, la zone de Panama Pacifico, plus récente. Elle est née il y a un petit peu plus de 5 ou 7 ans, je crois. Elle est, située dans la région ouest de la ville de Panama City, donc la capitale de Panama. Et c'est une zone et un régime spécial qui est principalement dédié au transport, à la logistique internationale, à la manufacture et à l'assemblage, ainsi qu'à la haute technologie. C'est une zone qui compte aujourd'hui 250 entreprises implantées et qui a la chance d'avoir son propre aéroport. Les membres et les implantés dans cette zone profitent également d'une exemption d'impôt complète sur les importations, sauf si les services sont vendus au Panama, bien sûr, de 0% d'impôt sur le revenu, de pas de TVA sur les ventes, d'une exonération d'impôt sur les dividendes et de facilités pour faire venir employés, actionnaires et directeurs sur la structure. Troisième régime économique spécial, la Ciudad del Saber. Ciudad del Saber est également une zone qui se situe proche de la capitale de Panama City, et qui était historiquement la zone proche du canal, qui était historiquement occupée par les Américains quand ils exploitaient et occupaient le canal ici au Panama. Toute cette zone a été reconvertie dans un pôle d'activité et de démarches scientifiques et académiques, ainsi que pour le développement humain et culturel. Alors, c'est une zone qui bénéficie également d'avantages comme l'exemption de la TVA, l'exonération fiscale sur les envois de fonds à l'étranger, pas d'impôt sur le transfert des biens mobiliers et immobiliers complètement défiscalisés, une liberté d'embaucher du personnel étranger sans restriction de pourcentage, à savoir qu'au Panama, pour une entreprise lambda, il y a un ratio obligatoire d'employés étrangers pour employés panaméens, de manière à ce que toute entreprise étrangère embauche et fasse travailler la population panaméenne. Ils imposent un certain ratio qui, comme vous le voyez, peut être annulé en profitant de certains de ces régimes économiques spéciaux.
Dernièrement, et j'en parlerai un petit peu plus brièvement, mais c'est ce qu'on appelle le statut SEM, ou le siège social d'entreprise multinationale. C'est ce qui est utilisé par la plus grande partie des grandes multinationales au Panama. C'est un régime spécial qui confère aux sociétés implémentées au Panama qui fournissent des services à leur maison mère ou aux filiales, dont un minimum de 7, pour des grandes multinationales. Pourquoi je dis grandes? Les actifs du groupe à niveau mondial de l'entreprise et de la multinationale doivent être supérieurs à 200 millions de dollars et profitent bien sûr de plusieurs avantages, comme un taux d'impôt sur le revenu réduit à 5%, une liberté d'embaucher du personnel étranger et donc des expatriés, et des facilités migratoires pour faire venir leurs employés et ressources humaines. Voilà un petit peu les 4 principaux régimes spéciaux. C'est vraiment quelque chose qui a eu un énorme succès au Panama. C'est quelque chose qui est très apprécié des micro-entrepreneurs, des moyens ou des grandes multinationales. Et c'est un programme qui vraiment a été créé pour dynamiser la croissance économique, dynamiser l'entrepreneuriat. Et je le redirai jamais assez, mais le Panama, et de par mon expérience personnelle et de par ses caractéristiques dont je viens de nommer quelques-unes, est vraiment une destination qui est pro-entrepreneuriat. Il est facile de démarrer une entreprise, il est facile de commencer à générer des revenus sans payer des impôts, ce qui n'est pas toujours le cas en France, par exemple. Et tout est fait au Panama pour encourager l'entrepreneuriat, dynamiser la croissance, embaucher, créer de l'emploi. Il y a vraiment tous les outils nécessaires pour entreprendre avec succès. Alors, je vous ai également regroupé les différents régimes économiques spécifiques dans un petit tableau que je ne vais pas revenir en détail, mais je voulais vous donner une petite impression de quels étaient les avantages fiscaux, les avantages migratoires et les avantages du régime du travail pour chaque régime spécial. Alors, je ne vais pas tous les reprendre. Vous verrez que certains en regroupent la plupart, d'autres un petit peu moins. Globalement, il y a un régime spécial pour chaque type d'entreprise. On a vu que la zone libre de Cologne était parfaitement adaptée pour toutes les entreprises d'importation et de réexportation. La Ciudad del Saber était parfaitement adaptée pour tout ce qui était entreprise scientifique et recherche internationale. Le régime SEM est parfaitement adapté pour tout ce qui est filiale de multinationales étrangères. Et les différentes autres branches sont parfaitement adaptées pour tout ce qui est activité logistique de marchandises et de services. Les exonérations fiscales sont en général relativement généreuses. Ça passe de l'impôt d'une exonération d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les dividendes, d'impôt sur le transfert des fonds à l'étranger ou de retour à la source. Pas de droits de douane ou de frais d'importation, pas de taxes à l'exportation, pas de taxes à la réexportation, pas de taxes sur la facturation, pas de TVA, pas de taxes d'immatriculation et pas de taxes sur les dividendes aux actionnaires résidant à l'étranger. En ce qui concerne les avantages migratoires, alors de la même manière, chaque régime spécial est dédié à un type d'activité en particulier. Chacun donne droit en global, généralement, à des facilités pour obtenir des résidences, que ce soit pour l'actionnaire, les directeurs ou leurs employés, et venir implémenter leur structure au Panama. Et donc, ça va nettement faciliter le processus par rapport à ce que je vous avais montré auparavant avec les processus des pays amis ou entrepreneuriat. Tous ces critères vont être réduits, voire éliminés. Et puis, dernièrement, les avantages liés au régime du travail. Alors, le régime du travail panaméen est relativement hautement régulé, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La Caisse des sécurités sociales est une entité publique prépondérante et importante quand on crée une société au Panama. Encore une fois, ces zones et ces régimes spéciaux permettent d'alléger énormément tout ce qui est charge patronale et caractéristiques laborales pour une structure de n'importe quelle taille. Voilà
je pense qu'on va clôturer pour le webinaire. J'espère que ça a été intéressant, utile en termes d'information pour tous ceux qui pensent et envisagent implémenter quelque chose au Panama, que ce soit au niveau personnel ou au niveau de société. On est bien sûr, toute l'équipe de KB est bien sûr à votre disposition si vous avez besoin de questions spécifiques. J'ai essayé d'être le plus général dans ce webinaire. Chaque situation est relativement spécifique, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit email, venir sur le site web ou nous appeler pour demander une petite consultation personnelle et on sera ravis de vous aider à travers l'équipe de KB Legal Services et moi-même en tant que Français résident au Panama depuis 12 ans. Je pense qu'on va ouvrir la troisième, session de questions-réponses et je exactement. crois qu'on a peut-être un sondage également. Exactement. La question-réponse. Avant ça, merci beaucoup, Romain, pour cette présentation et cette détail comparaison. On espère vraiment que cette historique économique, d'où on vient, où on est aujourd'hui, l'actualité et les différentes possibilités que Panama offre, ça soit vraiment utile pour vous. Donc, on a préparé juste un petit poll pour savoir si vous souhaitez être contacté pour en savoir plus. Pendant que je vous laisse répondre, vraiment dire que les zones économiques SEM, donc siège de multinationaux, aujourd'hui on compte presque 200 sociétés et ça, il y a une croissance de plus de 10% de deux chiffres chaque année parce que c'est vraiment intéressant et c'est dédié au SEM. Mais il y a 2 ans, ça fait 2 ans que le Panama essaye d'équilibrer pas seulement l'investissement sur le service, mais aussi sur la manufacture. Donc, il y a aussi une option pour la production. Et la dernière chose, pour partager avec vous, c'est qu'il y a un forum qui s'appelle Ambition Amérique latine. Ça va avoir lieu en début juin. C'est côté virtuel, côté présentiel à Paris. C'est lidéré par Business France. C'est aussi une opportunité pour vous de changer avec des autres sociétés, soit françaises, soit en Amérique latine. Donc, je vais fermer le poll. Merci pour votre réponse. Merci Merci beaucoup. encore une fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question très spécifique? Oui, Oui. oui, Bonjour, Jean-Paul. oui, oui. Oui, bonjour, Jean-Paul Lee. Je m'occupe pour le Crédit Agricole basé au Brésil d'aider les entreprises clientes du groupe, surtout en France et en Italie, à s'implanter en Amérique latine. Justement, donc très intéressante cette présentation. Est-ce que je vais pouvoir la recevoir, la présentation? De mon Oui. côté, sans problème. Très bien. Et alors, j'aimerais avoir plus de détails sur le visa retraité. Bon, malheureusement, ça va me concerner dans un futur pas trop lointain, mais comment dire, est-ce que, enfin, je suppose que les retraites venant de France sont quand même soumises à la CSG et à la CRDS, là, le fait que ce que le gouvernement traite partout, mais est-ce que du coup, ça crée un avoir fiscal? Avec le Panama, y a-t-il une convention de non-double imposition entre la France et le Panama ou non? C'est une bonne question. Je crois que oui, mais à confirmer. Soi-disant pour la question fiscale, le retraité, le visa de retraité, la résidence fiscale sera acquise complètement avec ce visa. Donc, effectivement, il y a certaines rétentions d'impôts qui seront opérées par la France à la source. Tout le reste, après, la fiscalité française n'applique plus puisque l'individu qui profite de ce visa sera résident fiscal panaméen et donc sera complètement libéré de ses obligations fiscales françaises. Oui, enfin bon, ils s'ajouteront les deux s'il n'y a pas de convention fiscale. Bon, ça, c'était la première question donc à creuser. La deuxième, c'est quel est le régime de sécurité sociale? On est obligé de prendre une assurance santé, je suppose, et pour une couverture décente, il faut payer combien? Alors, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Je vais vous donner les deux principales qui sont utilisées par la communauté française retraitée au Panama. Soit le système, c'est un système, bon, il y a la sécurité sociale publique qui offre des services qui sont de qualité, mais pour être très honnête, sans beaucoup de confort. La plupart des gens optent pour une assurance privée
qui va être soit panaméenne, et là, ça peut coûter entre 30 et 100 $ par mois, suivant la couverture que vous souhaitez, ou alors aller vers une assurance internationale qui va être couvrir un peu partout dans le monde et qui là peut coûter entre 100 et 250 $ par mois. Ok, merci. Merci. Il y a également peut-être petite parenthèse, il y a également une solution qui est assez courante, qui est la CFE, qui est la Caisse des Français à l'étranger. Oui, bien sûr. Qui permet aux Français de garder une affiliation auprès de la sécurité sociale française. Oui, et de mais qui ne sert à rien au Panama. Mais qui ne sert à rien au Panama. Si, elle sert tout à fait, dans le sens où elle rembourse une partie des frais, et la mutuelle, enfin ce qu'on appelle mutuelle ou assurance complémentaire, rembourse la différence. D'accord, ok. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'on a une autre question? Je profite pour dire que cette présentation, cette webinaire va être disponible sur YouTube, notre channel, canal, je ne trouve pas les mots, désolé, sur notre YouTube channel de la CCF France Panama. Donc, on aura besoin de quelques jours pour les mettre à disposition, mais parce que comme ça, et Monsieur Uli, vous allez partager aussi votre contact, comme ça vous aurez l'information que vous souhaitez avoir. Ok, donc non, Romain, je pense qu'on n'a pas une autre question. Ok. Ok. Oui, s'il vous plaît. Oui. Oui. Ok, voilà, je suis Pamela Cesaretti et voilà, de Paris, de France. Et ma question c'est concernant pour faire un partenaire avec une société panameña, l'investissement entre une société française et la panameña, combien se fait le pourcentage comme un joint venture, s'il vous plaît? Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question. La question, c'était quel est le pourcentage autorisé pour une joint venture entre une entreprise française et panaméenne? Exactement. Voilà, si je veux faire un partenariat pour me positionner à Panama. Ok. Avec, alors, voilà. j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Je vais être obligé de consulter mon associé qui était l'avocate. Je suis pas avocat de formation, donc c'est pas mon forté. Donc, je vais préférer vous reprendre la question et je vous reviendrai ultérieurement avec une réponse précise. Parfait, très bien. Merci beaucoup. Et l'autre chose, oui, mais vous avez confirmé que sera possible d'avoir toute la présentation que vous venez de faire. Voilà, vous pouvez nous la transmettre. Voilà, c'est ça? De mon côté, il n'y a pas de problème. Denis, si tu es OK de ton côté, on peut envoyer la présentation à tous les participants. Oui, on va envoyer une présentation à tous nos participants et aussi ça serait disponible sur notre chaîne de YouTube. Parfait. Mais... Oui. Ok, super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question? Non. Non? OK. Bon, de toute manière, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Denise ou moi-même. On est vraiment là comme communauté française pour appuyer et donner les renseignements nécessaires à toute la communauté française qui souhaiterait venir s'implanter au Panama. Donc, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Ouais. Je pense qu'on peut terminer. Merci à tous pour votre participation. Merci à Denise et à la CCFP pour l'invitation et d'avoir animé tout ça. On est très contents. Le groupe KB était très content et très fier d'animer cet événement. Et ça sera avec plaisir qu'on participera au prochain événement. Merci à toi, Romain. Merci à tout le monde aussi de ma part pour votre participation et attention. On vous souhaite une très belle journée ici au Panama et on a fin de journée plutôt en France. Donc, à bientôt pour les gens qui ont dit qu'ils seront là dans les prochains 12 mois. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt.